Imaginez la scène, juste un instant. Vous partez en voyage. Vous êtes devant votre valise grande ouverte sur le lit. Et vous décidez d'y mettre, disons, 6 paires de chaussures, 12 tenues complètes, un sèche-cheveux, une grosse bougie parfumée, estampillée, je sais pas, alignement stratégique. Et l'imprimante laser, non? Hein? Juste au cas où. Ah ouais, l'imprimante laser indispensable, hein. Et Évidemment, face à ce bazar, la valise ne ferme pas. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous vous asseyez dessus, vous forcez, vous tirez comme un forcené sur la fermeture éclair, les coutures craquent, la toile se tend à l'extrême, et puis, pardon, et puis la fermeture explose. le grand classique. Des perspectives où nous décortiquons ensemble les idées de fond. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un document vraiment fascinant, issu de Joker Impact, un texte qui met le doigt sur l'une des plus grandes hypocrisies du monde professionnel actuel, la faillite systémique de la priorisation en entreprise. Et il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'un simple petit manque de temps, hein, ni d'un problème d'agenda mal géré. Non, non, c'est bien pire. C'est une incapacité chronique, presque pathologique, à faire des choix. Et le résultat direct? Un épuisement généralisé et une perte totale de sens pour les équipes. Absolument, le diagnostic de la source est implacable. Et cette métaphore de la valise illustre parfaitement l'absurdité de nos systèmes. Mais la question centrale, le véritable clivage que nous allons explorer aujourd'hui à partir de ce document, c'est de savoir où se situe réellement la racine de ce blocage. Exactement. Qui est vraiment responsable de cette fermeture éclair qui casse? Est-ce la direction qui bourre la valise de manière irrationnelle ou l'équipe qui accepte de servir de toile de tente sans rien dire? Moi, je soutiens que la racine du problème est avant tout opérationnelle. Tant que les équipes diront oui par automatisme, pour avoir l'air pro, sans exiger de cadrage, aucune directive venue d'en haut ne pourra nous sauver. Eh bien, je suis en total désaccord. Et c'est la position que je vais défendre aujourd'hui. Mon postulat, c'est que ce naufrage est avant tout un échec cuisant de la gouvernance. C'est le manque flagrant de courage managérial, cette incapacité de la direction à assumer la frustration qui détruit la capacité d'action. Le problème vient d'en haut. C'est une façon très commode de voir les choses. Mais bon, entrons dans le vif du sujet avec notre premier temps d'analyse, le constat de cette gigantesque mascarade. Parlons-en de la mascarade. Pensez à ce que Joker Impact décrit avec une ironie qui est franchement jubilatoire. La direction ne priorise absolument rien. Elle prend genre 12 urgences, les jette dans un blender, appuie sur le bouton vitesse maximale et elle a l'audace d'appeler ce jus chaotique une feuille de route. Ouais, le fameux roadmap où tout est critique. C'est ça, hein? Regardons comment se déroule une vraie réunion de priorisation aujourd'hui. C'est devenu une messe corporatiste, un vrai théâtre d'entreprise ridicule. Tout le monde arrive avec son projet chéri, on déploie un grand tableau blanc, on colle des post-it de toutes les couleurs. Très important, hein, les couleurs. Ah oui, fondamental. On hoche la tête avec une gravité feinte en se disant « Oh, formidable, nous sommes tous alignés ». Mais au fond, c'est une danse de la pluie. C'est juste conçu pour calmer l'angoisse collective d'un management qui perd totalement le contrôle. Je vous rejoins sur la danse de la pluie. Et vous savez pourquoi? Parce que tout le monde dans la pièce sait pertinemment que ce magnifique tableau ne survivra pas à la semaine. Mais même pas au lundi suivant. Le lundi matin, une nouvelle urgence tombe. Un email d'un grand patron, un tweet d'un concurrent, et le beau tableau est jeté à la poubelle, en silence. On ne priorise pas, on négocie juste la paix sociale. On évite de se fâcher dans la salle de réunion et on transfère toute la violence de la surcharge sur ceux qui vont devoir exécuter l'impossible. Le mécanisme est juste, je vous l'accorde, mais, et c'est un gros mais, avez-vous considéré la nature même de ces fameuses urgences du lundi matin? Le texte de Joker Impact le souligne avec une lucidité glaçante. Une proportion effarante de ces urgences est purement et simplement fabriquée. Fabriqué. Complètement. Ce ne sont pas des crises réelles du marché. Elles sont générées parce qu'un manager intermédiaire panique ou parce que quelqu'un au sommet veut montrer qu'il pilote le navire avec dynamisme. L'urgence est trop souvent un masque prestigieux posé sur une absence cruelle de préparation. Je vois ce que vous voulez dire, mais Attendez, mon point de bascule est là. Si la direction fabrique l'urgence pour se rassurer, c'est bien l'équipe qui la valide en se mettant à courir bêtement. Si l'équipe refusait de participer à cette fiction, l'urgence fabriquée s'effondrerait d'elle-même. sur le papier, votre raisonnement se tient. Mais redescendons sur Terre 2 secondes. Dans les couloirs d'une vraie boîte, qui a réellement le droit de trancher? Tout professionnel devrait. Non, non, soyez réaliste.
Quel développeur, quel chef de projet a le poids politique de regarder un directeur dans les yeux et de dire non, cette urgence c'est bidon, sans se faire fusiller sur le champ? C'est incroyablement facile de blâmer l'équipe depuis notre posture de débatteur, mais refuser une demande, c'est s'exposer au reproche ultime, le fameux manque d'agilité. Ah, le mot maudit. Exactement. J'ai en tête une histoire d'ailleurs, une expérience tragiquement banale mais vraiment triste, qui illustre le coût humain de tout ça. C'était dans une organisation tech, il y avait ce qu'on appelle communément une personne solide. Vous voyez le genre? Le pilier silencieux, le héros qui dit toujours oui. C'est ça. La personne qui reste jusqu'à 21 heures pour absorber les chocs, qui compense la lâcheté de ses directeurs avec sa propre santé. Et la direction appelait ça, avec beaucoup de complaisance, de la conscience professionnelle. Évidemment, c'est tellement pratique. Ils ont empilé les briques, le système tenait exclusivement sur le sacrifice humain de cette personne. Et un matin, un simple mardi, elle ne s'est pas connectée. Effondrement total. Un burn-out d'une violence inouïe. Le système a explosé sur la personne la plus dévouée. Sans courage managérial en haut, l'équipe est captive. Point d'art. Cette histoire serre le cœur, c'est indéniable. On l'a tous vue, cette personne. Mais, et je sais que je vais paraître dur, elle illustre exactement mon propos sur la complicité systémique. Complicité. Vous allez loin. Je l'assume. Si cette personne avait posé des limites, si elle avait forcé le système à regarder sa propre absurdité en face bien avant la rupture, le système aurait grincé, oui, mais il se serait adapté. En jouant les martyrs professionnels, on entretient le monstre. Que se passe-t-il si tout le monde continue d'accepter l'inacceptable? On crée une dette toxique, une culture du mensonge. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, là. Non, c'est la réalité. Ce qui m'amène à poser cette question à ceux qui nous écoutent. Dans votre organisation aujourd'hui même, que faites-vous encore machinalement juste pour éviter un conflit avec votre hiérarchie, au lieu de viser un véritable impact? C'est une question qui pique, mais elle est nécessaire. Et cette notion d'impact nous amène directement à notre deuxième axe, l'illusion du choix. Quand une direction déclare que tout est important, mathématiquement, absolument plus rien ne l'est. C'est le niveau zéro de la stratégie, quoi. L'injonction contradictoire par excellence. Joker Impact met en lumière un concept fondamental, la différence brutale entre une véritable priorité et une simple opinion. Si la direction ne choisit pas de se concentrer sur des dimensions mesurables, alors la priorité, c'est juste un mot décoratif pour flatter l'ego du boss. D'accord, mais comment vous définissez ces dimensions mesurables concrètement? C'est là que la méthode est implacable. L'impact, avec un grand I, doit se mesurer sur 4 axes précis. 1. L'impact client, satisfaction, rétention. 2. L'impact business, la marge ou les coûts évités. 3. L'impact sur le système, genre la réduction de la dette technique. Et 4. Le risque. C'est très clair. Si une urgence ne répond pas à ça, c'est un caprice. L'absence de ces critères crée ce que le texte appelle une liste de culpabilité. On distribue des tâches irréalisables juste pour se dédouaner en fin de trimestre en disant « on a fait de notre mieux ». Je vous rejoins sur la vacuité du « tout est prioritaire ». C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Mais, encore une fois, penchons-nous sur l'autre face de la pièce, l'effort. La méthode JK Impact ne définit pas l'effort comme un vague « ça va me prendre un moment ». Non, c'est une équation. Voilà, c'est le temps, plus les dépendances, plus la complexité, plus l'énergie de coordination. Or, que répondent les équipes quand un manager déboule avec une tâche absurde? Elles répondent « ouais, ça va, on va gérer ». Parce qu'elles ont un flingue politique sur la tempe. Non, parce qu'elles ont une peur bleue d'avoir l'air incompétentes. Ce « ça va » est un poison lent. Dire « ça va » signifie « je suis noyé, je ne sais pas comment faire, mais je n'ose pas demander 48 heures pour analyser la demande ». L'illusion du choix, c'est aussi cette cape de super-héros en carton que les équipes tentent de maintenir. Je comprends votre point sur la peur, mais je crois que vous inversez complètement la cause et la conséquence. Laissez-moi vous donner une autre perspective. Imaginez que l'impact, c'est la destination de notre vol, et l'effort, c'est le carburant. D'accord, je vous suis. Vous êtes en train de blâmer les ingénieurs parce qu'ils estiment mal le carburant. Mais comment voulez-vous qu'ils estiment quoi que ce soit quand le commandant de bord refuse catégoriquement de dire où on va, refuse de regarder la jauge et appuie sur l'accélérateur à fond vers l'inconnu? C'est très imagé. Mais c'est ça. Si la direction refuse d'assumer qu'on ne peut pas atterrir à Paris, Tokyo et New York en même temps, les projets se cannibalisent. L'équipe est littéralement poussée à mentir sur l'effort parce que la vérité est devenue inaudible au sommaire.
Je ne dis pas que la vérité est inaudible. Je dis que l'équipe refuse de prononcer les mots qui fâchent. Tant que l'effort est perçu comme un fantasme élastique, l'illusion persistera. C'est une hypocrisie partagée, une hallucination collective. Ce qui m'amène à vous poser cette deuxième question, chers auditeurs. Dans vos projets actuels, quelle urgence absolue, pour laquelle vous vous tuez à la tâche, n'est en réalité qu'une absence de préparation déguisée par votre management? C'est bien envoyé. Mais faire le constat de cette hallucination, ça suffit pas. Il faut des antidotes. Ce qui nous amène à notre troisième temps, les solutions concrètes et surtout la mécanique de l'arbitrage. Moi, je milite pour l'outil le plus puissant et paradoxalement le plus tabou, la fameuse stop list. Ah, la liste de ce qu'on ne fait pas. Exactement. Toute organisation mature doit avoir une stop list publique. La règle d'or, c'est la physique des fluides appliquée au management. One in, one out. Un sujet entre, un sujet sort. Le principe des vases communicants, ça fait peur à beaucoup de monde. Oui, parce que si vous ajoutez sans enlever, vous ne pilotez rien, vous regardez juste le système exploser. Joker Impact propose un rituel chirurgical. 30 minutes, pas de blabla. On regarde la capacité, la demande et on tranche. On fait, on décale ou on stoppe. Et surtout, on l'écrit. Je vois la mécanique. Mais laissez-moi vous dire pourquoi cette approche top-down me laisse profondément sceptique. Une stop list imposée par décret dans une tour d'ivoire, c'est une chimère si la base ne se comporte pas en adulte. La vraie solution, c'est l'interrogatoire de cadrage par l'équipe elle-même. Un interrogatoire ? Oui, Imaginez une équipe qui arrête de dire « on va gérer » et qui dit « ok, c'est urgent ». Mais c'est quoi notre critère de réussite ? Qui décide ? Et surtout, qu'est-ce qu'on enlève aujourd'hui pour faire ça ? bon courage pour faire ça sans vous faire virer. Et pourtant, j'ai une expérience très positive là-dessus. Une équipe de développement produit, au bord de l'implosion, ils ont décidé de ne plus accepter une ligne de code sans cet interrogatoire. Au début, choc culturel. La direction était offusquée, les traitait de rigides, mais au bout d'un mois, miracle pragmatique. Face à l'obligation de justifier l'impact, la moitié des fausses urgences s'évaporaient. Ah ouais. Oui, le manager disait en fin de compte laisser tomber. Résultat, ils ont livré 3 projets impeccables au lieu de 12 médiocres. C'est en forçant cette clarté depuis le terrain qu'on guérit l'organisation. L'exemple est magnifique, Fonfoir, mais vous devez avouer que c'est l'exception qui confirme la règle. Votre équipe a une chance inouïe de tomber sur une direction qui a toléré ce pushback. Dans 90% des boîtes, poser ces questions, c'est de l'insubordination pure. Seulement si c'est mal amené. Non, c'est structurel. Prioriser, c'est assumer la perte. Si le boss n'a pas la colonne vertébrale d'assumer qu'il y aura des clients frustrés, l'équipe se heurtera à un mur. Leur rôle, en haut, c'est de trancher, de dire publiquement « nous ne serons pas partout ». Et c'est là que notre désaccord est utile. Vous attendez un sauveur managérial. Moi, je plaide pour l'émancipation opérationnelle. Si les équipes attendent que le courage pleuve de la direction générale, elles mourront de fatigue. Le héros sacrificiel dont vous parliez est en réalité le pire ennemi d'une entreprise saine. D'où ma dernière question, avez-vous une véritable stop list assumée dans votre équipe ou construisez-vous consciencieusement une liste d'échecs en attente? Eh bien, l'heure est au bilan. Si je dois synthétiser, je dirais qu'une entreprise qui ne priorise pas, ne manque pas de temps, elle souffre d'un déficit d'épine dorsale au sommet. Le courage de regarder la frustration dans les yeux, c'est ce qui fait la différence entre une stratégie et une course vers l'épuisement. La valise craquera toujours si on refuse de choisir. Et pour ma part, sans dédouaner la direction, je maintiens que ce système absurde perdure parce qu'il trouve son énergie dans l'acceptation silencieuse des équipes. C'est un tango à deux. L'équipe, par peur, prétend pouvoir tout faire. C'est en assumant d'exiger des critères mesurables que l'équipe rendra à l'entreprise sa lucidité. Pour conclure, rien ne résume mieux l'enjeu que cette phrase. Comme dit Sophia, la consultante stratégique de Joker Impact. Certaines cartes changent une partie, d'autres changent un destin. Prioriser, ce n'est pas s'organiser pour faire plus. C'est trancher. Et le refus de trancher a un coût désastreux. Absolument. Le constat est rude, mais libérateur. La décision vous appartient. Demain matin, face à la prochaine urgence, allez-vous participer à la mascarade des post-it ou oserez-vous exiger de l'impact réel? Le choix est là. La prochaine fois qu'on veut faire entrer au chausse-pied une énième demande dans votre valise, allez-vous forcer sur la fermeture éclair en espérant un miracle ou allez-vous enfin oser demander ce qu'on laisse sur le lit? La réflexion est ouverte. À très bientôt dans Le Débat.